Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je voudrais ici prendre plutôt ma casquette de COPFR, donc la Fédération de toutes les coopératives de France, que du seul crédit coopératif. Parce que c'est l'occasion, comme ça, de venir apporter mes remerciements en tant que président de l'ensemble des familles coopératives françaises à la démarche engagée ici par l'université et avec des acteurs et du monde bancaire, et je salue là bien sûr mes collègues des autres banques coopératives et du monde des coopératives agricoles pour avoir plongé sur cette problématique de la gouvernance dans le champ de la coopération agricole. Alors, deuxième dimension que je voudrais porter aussi, parce que je vais en jouer un tout petit peu dans cette phase de synthèse, je suis assez engagé à l'échelon international, puisque je suis administrateur de l'Alliance coopérative internationale, qui est donc cet regroupement de ce milliard de personnes à l'échelon international qui donc sont acteurs dans le monde coopératif dans de nombreux pays dans le monde. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il est vrai que la thématique de la gouvernance dans les coopératives agricoles n'est pas une thématique très développée. En revanche, elle s'inscrit dans un courant international très actif, qui est celle de la réflexion sur la gouvernance coopérative. Et bien entendu, il est important, me semble-t-il, de faire des allers-retours. Et à l'échelon de l'Alliance coopérative internationale, nous sommes, l'Alliance elle-même est très active sur ces questions. Et j'en veux pour témoignage, je suis le président à l'échelon mondial du comité des principes coopératifs. Et nous avons publié au mois d'octobre 120 pages d'interprétation contemporaine des principes coopératifs. Et en particulier, on y a fait référence, il y a des longs développements que nous avons consacrés avec des collègues venus de tous les pays du monde sur ces questions de gouvernance et en particulier sur le deuxième principe coopératif qui est le principe dit de démocratie coopérative. Et donc, ça me permet de montrer que, pour moi, j'essaye souvent de définir la coopération comme étant l'alliance, la convergence de deux tendances très très fortes qui sont évoquées dans le référentiel, et j'y tiens beaucoup. C'est ce que j'appelle, nous sommes à la fois des acteurs des territoires, mais des citoyens du monde. Et ce que je voudrais faire passer ici, c'est que le travail qui est engagé avec ce référentiel, ce travail de recherche-action, ou comment on combine des éléments de réflexion et des éléments concrets de terrain, c'est un rôle très important que doit jouer la France coopérative dans le monde. Vous le savez peut-être, mais je le rappelle ici, la France est le deuxième pays coopératif du monde. Alors, pourquoi que le deuxième et pas le premier? Mais c'est parce que c'est quelque chose qui a été annoncé par l'ONU au deuxième sommet mondial des coopératives à Québec. C'était il y a 2 ans, puisque nous aurons le 3e au mois d'octobre. Et c'est en fait la densité de population impliquée dans le secteur coopératif. Et donc la France est la deuxième parce que le premier pays du monde, c'est la Nouvelle-Zélande. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que dans les pays qui sont des bastions coopératifs, généralement, c'est la racine agricole qui fait une grande partie du bastion coopératif. Et donc, en fait, quand vous élargissez la préoccupation, si vous dites « Ah, mais il n'y a pas grand-chose sur la gouvernance des coopératives agricoles », c'est certes vrai, mais en fait, si vous enlevez dans vos moteurs de recherche le mot agricole, vous apercevez que bon nombre des questions qui sont traitées dans la problématique de la gouvernance des coopératives, pour une bonne part, ça tient à la problématique des coopératives agricoles. Alors, il y a une deuxième composante qu'il ne faut pas négliger, c'est la problématique des banques, et là encore, vous voyez le nombre de casquettes que j'ai. Je suis président de l'Association internationale des banques coopératives. Alors ça, je vous dis pas, il y a de la littérature sur la problématique des banques coopératives. Alors, je voudrais commencer, j'ai 3 temps de cette synthèse, je voudrais commencer, mais c'est le privilège qui m'est donné,
pour faire comme les professeurs. Et donc, je vais donner un avis de professeur aux professeurs sur le référentiel. D'abord, je vais donner un énorme satisfecit. Merci d'avoir engagé cette démarche et d'avoir permis peut-être de formaliser pour les praticiens, hein, parce que c'est ça le sujet, des choses qui certes existent. Quand je fais référence aux 120 pages que nous avons publiées, y compris en français, hein, tout de même, tout n'est pas en anglais dans cette affaire, sur l'application des principes coopératifs au temps contemporain. D'abord, je ne suis pas sûr que chacun d'entre vous ait le temps de lire 120 pages. Et la problématique que nous avons lorsqu'on traite de ces questions à l'échelon mondial, il faut que ça fasse à la fois quelque chose qui puisse dire qui ait une pertinence pour un agriculteur aux Philippines et quelque chose pour une coopérative de consommateurs au fin fond chez Saskatchewan ou ailleurs. Bon, donc c'est parfois trop haut et donc il y a besoin de décliner sur des réalités concrètes. Deuxième chose qu'il est parfois difficile de percevoir, et moi je l'ai perçu, je vais vous donner une illustration. C'est qu'en fait, on finit par croire qu'il y a des évidences parce qu'on vit dans un territoire donné ou dans un pays, dans un référentiel sociologique, dans un référentiel historique, dans un référentiel juridique. Et là-dessus, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, surtout, on va en parler, je vais en dire un mot tout à l'heure, lorsqu'on est dans les démarches d'internationalisation, il faut absolument sortir et aller voir, non pas simplement pour vivre la Terre, mais pour comprendre les référentiels de vie, quoi. Alors j'en donne un exemple. L'année dernière, je suis allé 3 fois dans l'année au Japon parce que nos amis des coopératives agricoles japonaises nous ont appelés au secours au niveau de l'Alliance coopérative internationale parce que le gouvernement Abe, le gouvernement japonais actuel, a décidé de démutualiser une partie du monde des coopératives agricoles japonaises parce que c'était des trop gros bastions, etc. Alors, en plus, c'est assez paradoxal hein, du point de vue politique. Les coopératives agricoles japonaises sont des grands soutiens du gouvernement libéral et c'est le gouvernement libéral qui s'attaque aux coopératives agricoles. À cause, et vous allez voir, c'est même très intéressant à comprendre, hein, même pour nous, hein, c'est l'intérêt de voyager, à cause du traité transpacifique qui vient d'être signé et où nos amis américains ont des intérêts. Je vais être très clair, j'ai fini par comprendre ça, mais c'est de l'intérêt d'y aller. Et j'ai même aidé nos amis japonais à comprendre. Ce qui les intéresse, c'est pas faire l'agriculture aux Américains. C'est faire main basse sur l'argent qui est dans les coopératives agricoles japonaises en particulier, puisqu'ils gèrent en intégré ce qui chez nous est dans le Crédit Agricole et dans Groupama. Bon. Et donc, ce qui était très intéressant, et je vous rejoins tout à fait, madame, sur ce que vous avez dit, c'est mes amis japonais, ils m'ont dit, bah, on va aller voir des coopératives agricoles. Alors le choc, je vous dis pas, moi qui connais un peu ce que notre pays, découvrir ce que c'est que la campagne au Japon, le choc. Bien sûr ensuite découvrir. Et en fait, c'était un choc de culture. C'est-à-dire que moi, j'intègre ce que c'est qu'une coopérative agricole, comme on le comprend en France. Parce que vous n'êtes plus des coopératives, vous n'êtes pas simplement des coopératives d'agriculteurs. Vous êtes intégrés dans une filière, dans une chaîne. C'est inconcevable pour les Japonais. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais pourquoi vous ne voulez pas vous diversifier par l'aval, etc. Ah non, c'est... Bon, parce que la logique japonaise, c'est, il y a une loi, elle est comme elle est, je ne peux pas la faire bouger. Bon, et donc vous voyez, je vous rejoins pleinement, c'est si on ne va pas sur place, si on ne se confronte pas, alors, il y a des problèmes linguistiques que je préfère même pas décrire, c'est important, donc c'est un point que je voudrais mettre en exergue, c'était pour dire les points, je pense, où il faut approfondir. Sujet qui me paraît important, la complexité. Cette question de la complexité, l'internationalisation n'étant qu'une partie du problème de la complexité. Je pense que nous sommes de plus en plus confrontés à ces à double problématique, ce que j'appellerais les multisociétariats d'une certaine, ou les multiparties prenantes, parce que ça, c'est l'élément de la complexité. Et le deuxième élément, c'est bien entendu la question des groupes. Je pense que plus personne n'imagine d'avoir un système homogène. Il y a des formes d'hybridation.
Et moi, ma lecture, c'est pas le statut. Hein. Enfin, vous connaissez cette expression. C'est pas le statut qui fait la vertu. C'est est-ce qu'on respecte, quel que soit le statut juridique, des principes et des valeurs coopératives. Et je pense que, et on va y venir sur la gouvernance, c'est d'accepter de rentrer dans des logiques de complexité qu'on peut essayer de transcender collectivement par l'engagement et le travail. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres vertus qui aident à ça. Là-dessus, sur ce point-là, il faut refuser, et c'est pour ça que c'est bien que l'échelon universitaire vient nous aider, il faut refuser deux tentations. La première, mais on la vit tous, c'est le milieu ambiant, c'est small is beautiful. Je ne suis pas contre le petit, mais c'est pas parce qu'on est une petite structure qu'on a une bonne gouvernance. Hein. Alors là, je pourrais vous donner des multiples contre-exemples. Et oui, il faut le reconnaître, plus c'est grand, plus c'est articulé avec beaucoup de structures, etc., plus c'est compliqué, mais plus il faut avoir la volonté d'y arriver. Donc ça, le sujet de la complexité est un point important. Il faut aussi refuser ce que j'appellerais le dérapage politicien. Il n'y a qu'à simplifier tout ça. Alors, on en parlait au déjeuner. Pour moi, c'est ce que j'appellerais... moi, je vais vous rendre la vie tout simple, c'est le syndrome Donald Trump. Tout est simple. Moi, je réduis tout à des questions simplissimes et je sors mon arme à feu et voilà. Bon, donc, je ne pense pas que ce soit une démarche coopérative. Une démarche coopérative, c'est prendre le monde comme il est et essayer de le faire bouger, parce que c'est ça qui me paraît le point important, c'est donc quand on s'engage, j'insiste sur ce verbe-là, on s'engage dans une dimension coopérative, c'est qu'on veut être en partie maître, enfin ça pourrait être étendu à d'autres champs de l'économie sociale, mais là on est sur le coopératif, on veut être en partie maître de son destin. Alors, on ne maîtrise pas tout dans sa vie, mais on prend la vie, et on prend la réalité comme elle est, et on veut essayer de la faire bouger. Donc voilà, moi, mon premier point, c'était complexité. Deuxième point, qui me paraît un point important, bien sûr, c'est la transmission générationnelle. Ça a été dit, les coopérateurs ne sont pas propriétaires, ils sont usufruitiers, et je rejoins pleinement cette vision du monde, mais ça veut dire qu'on prépare, enfin, on transmet à d'autres. Donc, il faut toujours aller chercher des nouveaux pour prendre la relève. Alors, deuxième volet qui me paraît un point important, c'est la combinaison entre le travail praticien et chercheur, c'est qu'en fait, on n'imagine pas à quel point on est pris dans un climat ambiant qui est en fait l'extension assez forte du modèle de l'agence, pour parler comme les chercheurs, c'est-à-dire ce modèle qui est assez simple, c'est de considérer qu'une entreprise, c'est simple, il y a des exploiteurs et des exploités. Mais les exploiteurs, c'est pas ce que vous croyez dans le modèle de l'agence. Les exploiteurs, c'est les salariés qui abusent de ces gentils actionnaires qui attendent que leur argent rapporte. Et donc, fondamentalement, tout le modèle de la gouvernance qu'on nous propose généralement, c'est qu'il faut protéger ces pauvres exploités d'actionnaires contre ces méchants exploiteurs de salariés. Et donc, la théorie de l'agence, qui a conduit, bien sûr, au modèle de la gouvernance actionnariale, c'est qu'il faut que tout le monde fonctionne à la trique et que, il faut expliquer que ça n'est pas le modèle coopératif. Le modèle coopératif est un modèle de convergence d'intérêts qui ne sont pas forcément divergents, mais qui sont différents. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que notre finalité, c'est de faire en sorte de maximiser l'intérêt des différentes parties prenantes. Bien sûr, les sociétaires, évidemment les salariés, mais également d'autres parties prenantes, ça a été cité, c'est le fameux 7e principe coopératif, l'intérêt pour la communauté. Alors, bien sûr, on va me dire, oh là là, mais c'est un système d'équations insoluble ton histoire, t'as tellement d'inconnus, tellement... Bon, alors, la perfection n'est pas de ce monde, mais il faut travailler à cette convergence des intérêts. Et c'est là où moi je mettrais une nuance sur ce que vous avez mis sur le pouvoir de surveillance.
moi, je rajoute 2 points qui me paraissent importants, que je vous propose en tout cas. C'est, premièrement, oui, il faut les 3 pôles que vous avez décrits. Mais d'abord, l'exécutif, il est là pour exécuter. Donc, pour pouvoir exécuter, il faut que quelqu'un lui ait donné une ligne. Et donc, ce qui manque dans votre proposition, c'est même quelle est la fonction d'impulsion, d'orientation du conseil d'administration. Parce que, si on est strict, un exécutif qui ne sait pas ce qu'il doit exécuter, je ne vois pas très bien comment il va pouvoir faire. Et donc, ça peut se concevoir en termes de pure gestion, parce que je préfère utiliser des termes français, mais si on est, je rajoute là, il y avait le mot stratégique là-haut, si on est dans les visions stratégiques, je pense qu'il est important de rajouter à ce que vous avez qualifié de pouvoir de surveillance, dans la vision française, hein, ça, Chantal l'a rappelé, il y a des nuances suivant les pays, c'est ce pouvoir d'impulsion et d'orientation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des séparations étanches, ce n'est pas une séparation des pouvoirs. Évidemment que le directeur, l'équipe de direction a un pouvoir de proposition, il y a un dialogue qui s'instaure, etc. Mais ne départissons pas le conseil d'administration de son pouvoir d'impulsion et d'orientation. Et le deuxième mot auquel je tiens beaucoup, c'est la traduction du terme anglais, c'est plutôt un anglicisme, c'est l'alignement. C'est, je dirais, en français, on dirait la cohérence. Et la cohérence, et ça, je pense que c'est là où il faut travailler ensemble. Souvent, il faut, à ce moment-là, s'affranchir des cadres légaux. Il faut se mélanger entre le comité de direction, le conseil d'administration, etc. et s'assurer que, globalement, on est aligné. Parce que le pire, c'est bien sûr quand il n'y a pas cohérence, alignement de vision des choses. Parce que sinon, et ça, c'est peut-être pour moi la manière d'essayer de résoudre ce débat qu'on voyait apparaître, professionnalisation, pas professionnalisation des administrateurs, il est clair que si c'est pour avoir des élus, des administrateurs qui en fait ne comprennent rien à la matière, je vois vraiment pas comment ce qu'ils vont dire, faire, peut avoir une quelconque prise sur la réalité. Ok. Et donc, pour moi, ça se traduit par cette logique d'alignement et de cohérence. Et ça renvoie à ce débat qui est riche et qui est compliqué, à ce débat des rôles et places des administrateurs indépendants. Alors, ça, c'est un sujet très compliqué, parce que dans la théorie de l'agence dont on nous rebat les oreilles, on est en train aujourd'hui d'essayer de nous intoxiquer dans le monde coopératif en essayant de nous faire croire qu'on est partout en conflit d'intérêts. Mais non, parce qu'on n'est pas dans un système d'agence. Parce que notre système, une personne, une voix, fait que, globalement, je veux dire, mon intérêt, il est égal à celui de mon voisin. Je ne suis pas dans une logique purement capitalistique, où j'essaye, moi, parce que je suis l'actionnaire majoritaire, de siphonner la richesse de la boîte dans mon seul intérêt. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qui est un point important, ben oui, ça a été rappelé tout à l'heure par vous, madame, c'est la double qualité. Mais attends, je ne suis pas n'importe quoi. Moi, je suis l'agriculteur. Mais on ne raconte pas de salade. Oui, je ne connais peut-être pas tout des aspects techniques de la gestion des marchés là-bas, à l'export, au truc. Enfin, attends, moi, en tant qu'agriculteur, je sais de quoi je parle. Et donc, moi, je suis très réservé, pour ne pas dire à titre personnel, opposé aux prétendus administrateurs indépendants. Alors, soyons très honnêtes. C'est quoi l'histoire des administrateurs indépendants à la française? Ça a commencé en France pour recaser les énarques chômedus. Bon, non mais attendez, moi je le sais. Bon, alors maintenant, ça c'était dans les grandes boîtes cotées. Après maintenant c'est devenu pour recaser les copains du patron qui essaye d'assurer ses arrières pour que, si possible, il ne fasse pas débarquer quand ça l'arrange pas. Mais je ne suis pas opposé à l'idée de dire refusons l'entre-soi. Et c'est là où je pense, et c'est un des mots d'ouverture que je voudrais vous proposer, qu'il peut être intéressant de travailler entre coopératives. Et c'est une autre dimension, un autre principe coopératif, qui est l'intercoopération. Vous voyez, c'est de proposer à quelqu'un
qui viennent d'une autre coopérative, pas forcément même agricole, hein. Après tout, vous pouvez aussi vous ouvrir à d'autres mondes coopératifs pour apporter son point de vue, mais pas en tombant du ciel, pas parce que je ne sais pas d'où il serait venu, mais parce qu'il peut vous apporter quelque chose. Alors, il connaîtra moins bien peut-être le secteur que les administrateurs d'origine, mais il pourra apporter son éclairage en disant bah, tiens, moi dans ma coopérative, je sais pas, bancaire ou coopérative d'artisans ou coopérative, voire coopérative de l'étranger, chercher. Alors, puisqu'on est à Clermont-Ferrand, moi, je vais vous dire, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais tiens, il y a une belle boîte clermontoise qui est allée chercher une grande administratrice étrangère pour enrichir son conseil d'administration. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Nos amis de Michelin sont allés chercher une femme administratrice qu'ils ont fait rentrer dans leur conseil de surveillance, qui est Monique Leroux, la présidente du Mouvement des Jardins, nouvelle présidente élue de l'Alliance coopérative internationale. Et je me suis dit, voilà qui donne... Alors, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Monique Leroux soit disponible, mais il y a matière à se poser des questions. Je sais que les coopératives agricoles françaises sont très présentes, très impliquées au sommet des coopératives à Québec. Et ça peut être la bonne occasion, c'est une idée que je vais avancer à la CI. Pourquoi on ne lancerait pas l'idée d'une espèce de bourse, entre guillemets, d'administrateurs? Alors après, il y a les problèmes linguistiques, etc. Mais je pense que c'est la voie à regarder, enfin à explorer, pour faire à notre sauce, à notre façon, l'administrateur indépendant. J'en terminerai par le troisième volet auquel je tiens beaucoup. C'est bien évidemment cet équilibre. Cet équilibre qui est toujours très subtil. Parce que ça doit être un équilibre dynamique. Parce que quand on lit votre document, bon, c'est qu'un document écrit, etc., il y a toujours ce risque de croire qu'on cherche un optimum, mais un peu comme un optimum de régime de croisière. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit cool, smooth, comme diraient d'autres. Non, il faut accepter d'abord que, de temps à autre, on se prend des vents contraires. Hein, vous en savez quelque chose dans le monde agricole. C'est au moment où on croit que ça y est, on a à peu près 1000 bateaux comme il faut, que plof, on se reprend un petit coup de vent, un petit coup de mer non prévu. Et deuxième point, il faut accepter que le monde bouge, donc il faut tailler la route. Et il faut tailler la route en trouvant une voie à travers deux points de tension qui sont pour moi efficacité et identité. Efficacité et identité. Alors, ça, c'est une réflexion que j'ai beaucoup menée à partir aussi de beaucoup de travaux, beaucoup de travaux pratiques, mais aussi de travaux un peu de réflexion sur le monde des coopératives bancaires. Que n'ai-je entendu de la part de gens de l'extérieur, etc., contre certains de mes collègues ici présents des banques coopératives bancaires. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là récemment dans un journal national qui a fait un triple page sur les banques coopératives, enfin les banques mutualistes. Et la crise financière 2008 a eu une vertu, c'est de faire redécouvrir une fierté coopérative. Et c'est ça que moi, je suis heureux de partager avec vous, parce que je pense que nous, Français, on ne doit pas avoir honte même d'exporter notre fierté coopérative. Vous n'imaginez pas à quel point, grâce à des chercheurs comme vous, et je vous donnerai des contacts et des réseaux, vous verrez si vous voulez, via la RECMA et d'autres structures et des collègues, entre autres, canadiens, la France peut apporter beaucoup de choses. On a une grande capacité à théoriser, mais c'est pas si mal. Hein. Vous verrez que des études de cas, vous savez, ça mène pas toujours bien loin. Et donc, là-dessus, il faut qu'on arrive à faire comprendre que nous acceptons que nos entreprises, ce sont des entreprises, elles doivent être efficaces, mais elles doivent avoir une identité. Et donc, pour prendre l'exemple du monde des coopératives agricoles ou du monde des coopératives de banque, on a, oui, une renaissance coopérative d'une certaine façon, une fierté coopérative, et en même temps, le sujet qu'il nous faut dépasser, c'est pas simplement le respect de principes juridiques de gouvernance, parce que
une coopérative est une coopérative. Et on ne va pas simplement pouvoir dire il est moins coopératif que moi ou plus coopératif que moi. Donc aujourd'hui, ce que j'aime bien dans les moments où nous sommes, c'est que chacun d'entre nous doit encore plus profondément travailler sur l'identité, qui n'est pas simplement « je respecte la réglementation » ou même les principes coopératifs, parce que je fais la révision périodique, etc. C'est parce qu'il faut que j'arrive, vis-à-vis de mes adhérents, vis-à-vis de l'extérieur, à avoir une identité. Et ce qui m'apparaît assez intéressant dans le monde des coopératives agricoles, c'est que là aussi, et bien sûr, les campagnes de communication de Coop de France en sont l'illustration, c'est qu'on est en train de dépasser la seule logique de la marque, dont on ne savait pas toujours ce qu'il y avait derrière la marque, pour commencer à faire percevoir qu'il y a aussi une dimension coopérative. Et par exemple, pour vous donner un autre exemple, j'ai adoré une campagne de communication qu'ont réalisée il y a 2 ans, les SCOP, donc les coopératives participatives, qui était Made in Scope. Vous voyez, c'est cette idée que nous sommes dans une phase où on a atteint un certain degré de fierté coopérative qui fait qu'on peut se prévaloir de la qualité coopérative. Alors, après, ça renvoie à des grands débats. Et vous, dans le monde agricole, vous savez tout ce que ça veut dire, ces débats sur les labels et autres questions. Mais sur cette question de l'identité, il va falloir maintenant la transcender au-delà de la question de la gouvernance. La gouvernance, c'est ce qui se passe dans la cuisine, entre guillemets. C'est comme quand je vais au restaurant. Bien sûr, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir dire c'est un grand restaurant, c'est bien sûr ce qui se passe dans la cuisine, mais au-delà de la cuisine. Et donc, voilà, il nous faut, les uns et les autres, tailler la route dans cette dimension de tension constructive, productive, entre efficacité et identité. Voilà, moi, ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous remercier les uns et les autres pour la qualité des tables rondes. Merci pour cette animation dynamique, pleine d'intelligence. Je tiens à vous en remercier. Et puis surtout, ce que vous avez apporté déjà, ce que vous continuerez certainement à apporter. Vous pouvez compter sur moi, en tout cas, pour vous fournir des points de contact, des points d'expansion. Parce que oui, il faut aussi qu'on fasse tâche d'huile dans les milieux universitaires au-delà de la France, parce que je pense que nous pouvons faire rayonner la recherche universitaire française, y compris dans le secteur de la gestion, mais par la dimension coopérative. Merci à tous. Merci, Monsieur Marcel.